donc tey on a benn invité bu spécial bu tudd Pape Mayel Thiam. C'est un étudiant, je vais dire hors pair ba nga xam te ni il a fait ses armes au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Bonsoir à tous. Dal leen ak jàmm, j'espère que yéen a ngi si jàmm et que ñun ñëpp ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue ci webinaire bi ñu amal tey di nar a wax ci développement mobile. Donc tey on a benn invité bu spécial bu tudd Pape Mayel Thiam. C'est un étudiant, je vais dire hors pair ba nga xam te ni il a fait ses armes au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Donc pour ñi xamul lycée boobu noonu mooy école bi Diary Sow jaar. Donc l'une des meilleurs élèves au Sénégal. Donc foofu la ñuy former les meilleurs élèves du Sénégal et que ñi fay dugg c'est quasiment c'est la crème de la crème. Donc Pape Mayel Thiam mi ngi jaar lycée scientifique d'excellence de Diourbel mi ngi am son baccalauréat en 2020 et il a eu son bac S1 avec la mention très bien, machallah. Après bon ci la am bourse d'excellence état Sénégal financé ko mu dem en France di jàngee si fu ñuy wax groupe INSA. Donc groupe INSA mi ngi fa doon def prépa intégré c'est-à-dire que dafay def prépa après mu dugg école d'ingénieur directement ci groupe INSA boobu noonu. Donc mu spécialisé wu ci informatique actuellement mi ngi ci 5e année di waaj a jeexal donc cursus am. Donc Mayel machallah quoi, je l'ai connu il y a je vais dire 1 an mais il ne cesse de me surprendre et que machallah quoi. Donc Mayel donc c'est je sais pas le décrire quoi. Mais quand même, il a eu à faire pas mal de réalisations comme bi mu nekkee au lycée scientifique d'excellence de Diourbel qu'il a créé benn site. Donc son premier site web mi ngi koy créé au lycée. Donc l'idée lui est venue wala boog c'était parti d'un problème ba nga xamante ni étudiants yi wala élèves yi amoon nañ ko di laajte foofu comment ça se passe na lay fonctionner internat bi nu muy demee gouvernement scolaire et cetera. Donc mu am initiative brillante idée wu créer un site web pour son lycée machallah. En tout cas ñun bi ñuy nekk lycée xalaatuñu woon loolu noonu. Après bon def na yeneen application comme benn bibliothèque de liens ba nga xamante ni lépp loo bëgg a jàng ci technologie que ce soit Angular que ce soit React HTML CSS ak bépp technologie boo bëgg a jàng. Donc créé na la benn application ba nga xamante ni bibliothèque de liens la di fa am les liens pour les meilleures applications wala boog les meilleures formations yi nga xam ne mën ngeen ko suivre gratuitement. Donc machallah pour ça on le félicite. Jot na aussi actuellement mi ngi travaille ci benn application bu nekk benn clone Uber. Donc pour ñi ko xamul Uber comme genre Yango wala Eats wala Yassir. Donc da ngay bës benn bouton benn oto ñëw jël sa la yóbbu fi nga jëm. Donc mi ngi ciy travail et li tax ñu woo ko tey li tax ñu gën a bëgg échanger ak Mayel tey mooy donc li mu mujjee def son bébé à lui, sa boîte, son application ba nga xam te ne moom moo ko développé de A à Z li ko dalee ci idée bi jusqu'au déploiement ba nga xam te ne tey jii nii mi ngi disponible sur le Play Store ak l'App Store mooy application GPaiement buy permettre tey jii nii boo soxlaa yónnee benn colis à l'étranger wala depuis l'étranger ñëw Dakar nga mën ko yónnee. Donc sans plus tarder dañuy jox la parole à Mayel donc mu mën a présenter wu wax ñu son aventure ci GPaiement nan la ko commencé fan la idée bi jógee yan technologie la utiliser surtout comme que nous sommes des développeurs pour mën a réaliser donc cette application là de A à Z ak ay astuces yu mu leen mën a jox. Donc Mayel marhaban, bienvenue, la parole est à toi. Bon, merci beaucoup Ablaye, merci beaucoup ci invitation bi aussi. Mon parcours c'est pas trop ça, genre c'est exactement ça, mais voilà, genre quand on parle d'informatique et tout, moi je pense qu'il faut un peu décorréler par rapport aux études parce que ça n'a pas forcément un lien. Donc voilà. Moi depuis longtemps j'étais toujours animé par le fait de vouloir résoudre des problèmes parce que la plupart du temps on fait face à des problématiques et dans 90% des cas ça peut être résolu par l'informatique, par la technologie, pas forcément l'informatique au sens propre du terme, mais ça peut être la technologie de la IT et tout. Et donc, comme tu l'as bien décrit, Ablaye, quand j'étais au lycée,
j'avais rencontré un problème parce que la plupart du temps, les gens ils venaient vers moi pour poser des questions à propos du lycée scientifique, comment ça marchait et tout. Et man, je suis un flemmard dans certains trucs parce qu'à chaque fois, je donnais les mêmes réponses. Et du coup, bah, de là, j'ai eu l'idée de mettre en place un site où tous les gens extérieurs du lycée, s'ils veulent connaître une information à propos du lycée, que ce soit sur le concours, que ce soit sur l'internat, comment ça marche là-bas et tout. Voilà, genre, c'est vraiment un endroit où toutes les informations nécessaires sont centralisées là-bas. Donc, en fait, ça aussi, au fur et à mesure que j'avance à travers mon parcours, je fais face à de nouveaux problèmes. Et si je vois que je peux les résoudre, bah, je fais un petit projet. Et la plupart du temps, ce sont des projets à moi. Donc voilà. Et par exemple, sur mon GitHub, il y a pas mal de projets open source que j'ai mis. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'apprentis développeurs là. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil aussi. Euh, donc voilà, et c'est comme ça au fur et à mesure que j'avance et tout, que en février 2024, j'ai fait face à un problème qui est le fait d'envoyer un colis au Sénégal. Bah moi, je viens de Kaolack et du coup, par exemple, pour envoyer un colis genre de Valenciennes ici en France à Kaolack, c'est très compliqué. On est d'accord. Et donc du coup, à cela s'ajoute que j'ai une tante qui fait des GP et donc du coup, à chaque fois, je le voyais je le voyais faire des annonces sur WhatsApp pour dire à ses contacts, ah, je fais un GP de tel endroit à tel endroit. Et aussi, il y a pas mal de groupes qui repartagent des annonces de GP. Et donc, quand j'ai vu tout ça, bah, l'idée m'est venue tout simplement d'essayer de concrétiser tout ça. Donc, je vais essayer à travers ce webinaire vous présenter un peu comment ça en est parti. Bon, ça a commencé par là. Et quelles sont les étapes que j'ai pu mettre en place pour aboutir à un résultat pareil. Voilà. Bon, j'ai essayé de mettre en place un plan, mais c'était pas facile parce qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait bel et bien aborder en termes de développement de l'application mobile. Donc, j'ai essayé de faire un petit plan. Euh, donc là, je vais vous expliquer c'est quoi GPM, mais d'après mes explications et l'explication d'Ablaï, vous avez déjà une idée de ce que c'est. Bon, là aussi, je vais expliquer d'où vient réellement l'idée, les problématiques que les gens rencontrent avec les GP et tout. On va parler de design. Bah, certes, on est tous plus ou moins apprentis développeurs là. Donc, on va parler de design. C'est quelque chose qui est vraiment important, euh, surtout dans un contexte où tu réalises une application qui a pour destination, qui a pour but un utilisateur final qui l'utilise. La première impression, ça compte. On va parler aussi du développement, mais pas que développement informatique, on va parler aussi de gestion de projet, parce que gestion de projet, c'est quelque chose pour avancer, c'est important si on veut tenir nos objectifs, savoir où est-ce qu'on en est, etc., etc. Ensuite, on va parler de déploiement et de tout ce qui est lancement, c'est-à-dire mise en place de l'application sur les stores, quelles sont les choses qu'on doit respecter, les normes, etc., etc. Il y a pas mal de choses à dire là-bas aussi. Et aussi, on va parler de run, parce que la plupart du temps, quand on parle de développement informatique, on oublie deux choses. On oublie deux choses. Les deux choses qu'on oublie sont les tests, mais aussi le run, c'est-à-dire la post-prod, c'est-à-dire après avoir mis l'application en route, lorsque l'application est là en live, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas encore terminé, hein, parce que l'application ne finit jamais. On l'améliore au fur et à mesure. C'est pourquoi j'ai mis cette petite boucle-là, vous voyez. Après avoir fait le run et de maintenance, on revient dans le design, ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer des choses, redévelopper, etc., etc. Ou GPM en soi, c'est par exemple Ablay, il veut quelque chose ici en France, il entre dans GPM, il trouve un GP, et après le GP il s'occupe du transport de colis dans le sens où Ablay veut son colis arrive, tout simplement. Donc en soi, c'est essayer de en soi, GPM, c'est essayer de regrouper toutes les annonces de GP. Par exemple, bah, je pense que ça, vous tous, au moins une fois dans votre vie, vous avez reçu un truc pareil. Des affiches de GP avec toutes les informations nécessaires, etc. Pays de départ, pays d'arrivée, numéro de téléphone, etc., etc., etc.
Et tout ça, on va essayer de le regrouper en un même et seul endroit qui est GP Membre. Donc, en soi, dedans, vous pouvez trouver facilement des GP d'un pays à un autre. Et ensuite, il y a un ensemble de choses qui s'ajoutent pour améliorer mieux l'expérience utilisateur et derrière tout ce qui est, tout ce qui est fiabilité et confiance. Et d'ailleurs même, on va en parler. Euh, euh, même- Continue, bon, vas-y. ok. Bon, et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi GPO? Bon, ça ressemble à peu près à ça. Bon, ça, c'est la dernière version qui est disponible actuellement sur les stores. Donc, je vous présente quelques screenshots pour vous donner un ordre d'idée de comment est l'application. Bah, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais elle est vraiment facile à utiliser. Tu viens, tu entres ton pays de départ, ton pays d'arrivée. Tu trouves un GP ou tu trouves pas un GP. Si tu trouves un GP, tu entres dans les détails pour voir les informations du GP et tu as toutes les informations, quoi. En fait, là, à ce niveau, par exemple, le GP, lui, il n'aura pas à donner à chaque fois les mêmes réponses. Lorsque les clients vont lui poser des questions, ah, je dois récupérer mon colis où, je dois déposer mon colis où est-ce qu'on est, où est mon colis, genre, est-ce que vous êtes arrivé, etc., etc. Et ça permet aussi à l'utilisateur d'avoir, d'avoir le statut de ses colis en temps réel, genre d'avoir un suivi. Euh, et là, ce dont je parlais là, ça va permettre aussi au GP de gérer facilement leur clientèle parce que rencontre aussi un problème. Imagine, un jour, par jour, tu reçois, disons, 10 coups de fil qui te posent les mêmes questions. Et parfois, à un moment donné, bah, nous sommes des êtres humains. Parfois, à un moment donné, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Donc, d'où m'est venue l'idée? En fait, à chaque fois, comme je l'ai expliqué précédemment, je pars toujours des problèmes et la plupart du temps de mes problèmes personnels. Et je pense que c'est la meilleure motivation qu'il peut y avoir quand tu veux réaliser quelque chose. Et, euh, et voilà, moi, je suis parti de mon propre problème, qui est le fait d'envoyer des GP, et j'ai vu que euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est un problème qui est très présent au sein des étudiants internationaux ici en France. Pas seulement qu'aux Sénégalais, mais disons aussi les Burkinabés. J'ai un ami burkinabé aussi, il rencontre des problèmes pareils, des Ivoiriens aussi. Et d'ailleurs, récemment, lorsque j'étais passé en Espagne, j'en ai parlé aussi autour de moi. Ils m'ont dit aussi, bon, ils rencontrent des problèmes. Il y a une pote d'un ami qui raconte aussi des problèmes pour envoyer des colis, disons, en Italie, de la France vers l'Italie. Donc, pour vous dire que c'est un problème qui est partagé partout dans le monde et c'est pas qu'au sein de la communauté sénégalaise. Ensuite, il y a le fait que la fiabilité des GP. Donc, parfois aussi, les gens, quand ils recherchent des GP, ils veulent des GP de confiance. Donc, des GP de confiance, parfois, la plupart du temps, ce sont les GP qui ont un peu de la réputation qu'on donne nos colis pour qu'ils nous les envoient et tout. Mais l'application va essayer vraiment de garantir cette fiabilité, cette confiance, même si tu ne connais pas réellement le GP, l'application va se porter garant de ça. Bon, il y a un autre truc dont je me suis rendu compte très tardivement. C'est pas que côté expéditeur, côté expéditeur, c'est-à-dire les gens qui veulent envoyer le colis, mais aussi il y a des problèmes que les GP eux-mêmes rencontrent. J'en ai souligné quelques, j'en ai souligné, j'en ai souligné quelques problèmes là au début. Le fait de recevoir, disons, 30 coups de fil ou bien des messages non répondus, tu vois, des gens qui te reposent la même question alors que tu avais mis une affiche, mais les gens parfois, ils voient l'affiche, mais ils lisent pas, ils reposent les mêmes questions. Ou bien peut-être même, l'affiche, elle n'est pas complète, tu vois. Et même au-delà de ça, j'ai discuté avec des GP, ils m'ont dit que bah, eux, ils ont une feuille de notes où ils notent tel colis appartient à telle personne. En fait, pour gérer un peu leur clientèle, les colis et faciliter un peu leur travail, quoi. Parce que parfois ils ne travaillent pas seuls, donc il faut partager certaines informations avec d'autres gens. Donc voilà. Il y a aussi ce problème côté GP.
bon, après tout ça, lorsque j'ai eu l'idée de faire une application de GP, bon, là, j'avais déjà pas le nom, j'avais pas le nom de l'application. Bah, ça, on va en venir parce que le nom, j'ai eu vraiment lorsque l'application était terminée parce que j'avais rien comme nom. Mais le premier truc qui me venait à l'esprit, c'est, bon, je vais faire un design. Je vais faire un design. Je suis nul en Figma, je suis nul en design. Bon, au moment où je faisais ça, j'étais vraiment nul dans tout ce qui est design et tout, même si j'en faisais un peu. Mais je me suis dit, je vais faire un design, je vais me forcer à faire un design. Et donc, j'utilisais quoi comme outil? Il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser, hein. Vous pouvez même utiliser Google Slides ou peu importe, même avec des croquis sur une feuille blanche, vous pouvez faire un design pour vous représenter un peu, vous, comment vous voyez l'application, comment vous voyez le truc, euh, l'application, comment elle doit devenir, quoi. Donc là, moi, j'utilisais Figma, bon, qui est très connu et très utilisé dans le milieu de l'informatique, dans le milieu du design. Euh, J'avais fait un design très moche. Donc là, je vais vous montrer les screens du premier design que j'avais fait pour l'application. Donc ça donne ça. Et bon, là, j'ai mis GPaiement, mais j'avais pas ce nom-là lorsque je faisais ça, hein. Genre, j'avais pas ce nom. J'avais mis quelque chose au pif, hein, je pense. Euh, mais voilà. Et après, bon, quand vous voyez ça, je me donne déjà une idée de l'application, comment elle doit être. Bon, c'est-à-dire, euh, déjà, même avant de faire ça, j'ai essayé de récupérer les différentes annonces de GP que j'ai vues passer, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp et tout. Bah, je me suis dit, eux, à chaque fois, ils notent ces informations-là, c'est-à-dire le, le, le pays de départ et le pays d'arrivée. Parfois, il y a certains qui précisent la ville. euh, Ensuite, le prix par kilogramme, la date de départ, etc., etc. Et donc, à partir de là, je me suis donné un visuel de comment l'application elle doit être. Ça ne veut pas forcément dire que l'application elle sera comme ça, ok? Mais c'est déjà une base sur laquelle vous pouvez réfléchir. Parce qu'à chaque fois, la réflexion, c'est comme ça. Il ne faut pas dire qu'il faut que je réfléchisse à un truc qui est carré, qui est clair. Il faut déjà mettre en place quelque chose et avoir une base de réflexion. Bah, tu vas tourner autour, quoi. Euh, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire trop de réflexion, toute l'action. Parce que quand tu réfléchis trop, tu t'imagines, tu pars tellement loin, alors au final, c'était un truc vraiment simple. Et à chaque fois, bah, moi, j'ai pu l'expérimenter. À chaque fois que j'ai poussé une réflexion trop lointaine, je me suis rendu compte que c'était vraiment des trucs très simples. Donc, voilà, mettre en place un design, même si c'est moche, même si c'est pas très beau, ça va vous donner un aperçu de comment votre application va être, mais aussi derrière, ça va vous permettre de d'avoir de l'avance sur certaines choses. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Bah, on est plus ou moins à la pointe développeur. Donc là, le design va être une base fondamentale pour le front-end, mais aussi derrière pour le back-end. Pourquoi? Parce que là, tu vas voir exactement les données que tu vas utiliser dans ta base de données, genre ce que tu vas stocker en base de données. Par exemple, là, quand je mets pour publier une annonce, je dois préciser le pays de départ, le pays d'arrivée, la date, la description, mais aussi le prix du kilogramme. Là, j'ai une idée à peu près des informations que je dois stocker en backend, c'est-à-dire sur la base de données. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça aussi, ça va entrer dans la partie conception derrière de l'application, de la mise en place d'une architecture, c'est-à-dire le socle même de ton back-end et de ton front-end. Donc, la plupart du temps, en tant que développeur, nous, en tant qu'apprenti développeur ou bien en tant que débutant, bon, c'est normal au début que parfois ça ne devient pas automatique, mais parfois on a un peu la flemme, mais parfois on apprend quoi, genre on est nouveau dans le domaine, on se dit bon, on va coder, on va faire des petites choses et tout, mais lorsque vous pensez à une application qui va être plus ou moins complexe, pas forcément complexe, même si c'est un petit truc, moi je conseillerais toujours d'avoir un petit design. C'est plus agréable et de toute façon vous allez voir au fur et à mesure qu'il n'y a que des bénéfices à en faire au début. Il y a beaucoup d'espace où tu dois agencer des informations.
Et la plupart du temps, l'utilisateur, il se perd. Parce que moi, quand j'utilise certains sites, bah, je pense que ça arrive à tout le monde, quoi. À un moment donné, tant que tu n'es pas habitué à utiliser régulièrement le site, tu peux pas, tu peux pas être à l'aise réellement sur l'application, sur le site. Parce qu'à un moment donné, l'information que tu cherches va être camouflée par d'autres informations autour. Et du coup, l'œil de l'utilisateur va être un peu distrait de ce que l'utilisateur lui doit voir réellement. Alors que si tu as une application mobile, l'information, il est simple. Genre, tu mets juste deux, trois trucs que l'utilisateur voit, il clique, il passe à autre chose. Il n'est pas distrait par autre chose, tu vois. C'est pas un énorme écran et tout. Bon, là, je pourrais en citer d'autres, d'autres motivations qui m'ont fait, faire une application mobile. Mais voilà. Bon, après cela, qui dit application mobile aussi, la plupart du temps, on pense que faut le faire soit du natif, soit du WebView. Du WebView, c'est-à-dire que c'est une application web. Et la vue de cette application web, on le transforme, on l'intègre pour que ça devienne une application mobile, entre guillemets. C'est pas du natif. Donc là, en ce qui concerne le front-end, bon, il y a une panoplie d'outils que vous pouvez utiliser pour faire du front-end. Il y a du React, qui est utilisé principalement pour faire des applications web, du React Native, bah, qui est du mobile, Angular, Vue. Bon, ça, ce sont les technos qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. Et donc là, il y a aussi Ionic. Bon, Ionic, c'est un outil qui permet d'utiliser, qui permet de faire du WebView, c'est-à-dire tu utilises Angular, Vue ou React pour transformer ton site web, entre guillemets, en application mobile. Donc, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de faire de l'Angular, de l'Ionic et du React, mais j'ai jamais fait de React Native et de Vue. Bon, Vue, bon, c'est du web, donc je l'ai exclu automatiquement. Donc là, le choix était de soit choisir Ionic et de le faire avec Angular ou React, ou soit faire React Native. Et du coup, pour ça, j'ai fait des POC. Des POC, c'est-à-dire, j'ai fait un petit proof of concept de chaque techno pour voir ce que ça donnait. Et encore une fois, j'ai jamais fait de React Native. Il faut que vous le notiez très bien. J'ai jamais fait de React Native proprement dit, hein, mais j'ai fait de l'Ionic. Donc, du coup, j'ai fait un POC, j'ai fait un petit projet et j'ai lu les documentations de Ionic. Même si j'avais fait de l'Ionic, j'ai relu la documentation de Ionic, voir comment ça marche, c'est quoi vraiment le corps de Ionic, quoi, tu vois. Et j'ai fait un petit POC avec Angular parce que Ionic, la plupart du temps, je pense que c'est plus souple avec de l'Angular. Je l'ai fait avec de l'Angular. Et j'ai regardé, j'ai listé des bénéfices, genre des avantages, des inconvénients. Les avantages que j'ai notés sur Ionic, bon, c'est du WebView, c'est-à-dire que tu peux faire d'un site web une application mobile. Mais derrière, côté build, côté interaction, quand tu développes et tout, genre, l'expérience dev, c'était pas ouf. Moi, je suis vraiment un développeur qui aime profiter de son expérience de développement. Donc, voilà, ça m'a pas trop chauffé. Ensuite, j'ai fait un autre POC sur du React Native pour voir comment ça marchait. J'ai jamais fait de React Native, hein. J'ai jamais fait de React Native avant GPaiement. Et du coup, je suis allé, j'ai lu la documentation intégrale de React Native. Enfin, intégrale, disons le corps, c'est-à-dire le cœur même de React Native, pour voir comment ça marchait. Comme j'avais fait du React avant, c'était plus simple, quoi, tu vois. J'avais certains concepts, certaines notions et tout. Et donc, j'ai lu. Genre, j'ai pas codé réellement, j'ai juste lu la documentation comme un livre, tu vois. Tu lis, tu comprends, tu passes à autre chose. Tu lis, tu comprends, tu passes à autre chose. Et j'ai lu, et à la fin, j'ai posé le pour et le contre. Le pour, déjà de un, je vais apprendre une nouvelle techno. J'adore React, je kiffe React. Et le fait de faire du React Native, c'est quelque chose que je voulais faire avant. Genre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, la motivation première, c'est le fait d'apprendre une nouvelle techno. Ensuite, deuxième truc, c'est qu'avec React Native, tu as Expogo. Et Expogo, c'est un framework, une surcouche de React Native qui vraiment transforme l'expérience de développement à un tel niveau. C'est incroyable. Et du coup, ça m'a motivé à choisir React Native, tout simplement.
Maintenant, côté back-end, bon, là aussi, j'avais vraiment pas le choix. Voici quelques technos qui sont présents sur le marché et qu'on connaît souvent. J'aime pas, désolé pour les fans de PHP, j'aime pas PHP, votre vieux langage là, j'aime pas trop. Mais voilà, là j'avais le choix de soit faire du Node.js ou bien faire du Spring Boot. Même si au stade où j'ai commencé, j'avais jamais fait des Spring Boot proprement dit. Là aussi, je pouvais me dire que j'allais choisir Spring Boot pour apprendre, mais j'ai pris du recul et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas mieux de faire du front-end et du back-end avec un seul langage? J'ai oublié de dire que React Native, c'est un framework JS, donc c'est du JavaScript. J'avais des compétences de Node.js, mais ce n'était pas des compétences poussées. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de pousser mes compétences sur du Node.js et ça va me permettre aussi d'avoir une application qui est développée en un seul langage qui est JavaScript. C'est cool, j'aime JavaScript, c'est OK. Donc là, PHP, j'aime pas, c'est exclu. Spring Boot, bon, j'aime bien. Là, actuellement, j'ai des compétences de Spring Boot, mais voilà, c'est Node.js qui était mon coup de cœur et je voulais approfondir dessus. Ensuite, côté base de données, bon, là, si on ne prenait plus de choix, mais vraiment, on va pas y passer longtemps parce que c'est principalement soit du SQL ou bien du NoSQL. J'ai eu l'occasion d'expérimenter un peu SQLite, MongoDB, MySQL, mais pas réellement Postgre. Donc, du coup, j'ai choisi Postgre. En tout cas, je voulais avoir du SQL parce que déjà, après avoir fait mon design, je voyais qu'il y avait des relations entre certaines informations, quoi. Il y a des relations. Et donc, le côté relationnel, là, m'a poussé directement à choisir du SQL. Et là, j'avais le choix entre Postgre et MySQL. Et j'ai choisi Postgre. Bon, SQLite, la plupart du temps, c'est utilisé pour pour une base de données intégrée, quoi. Et j'avais pas réellement besoin de ça. Donc, c'était soit PostgreSQL ou MySQL. Bon, c'est un peu pareil, mais j'ai penché pour PostgreSQL parce que j'aime aussi bien les éléphants. Bon, côté déploiement, bon, là aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut penser lorsqu'on développe une application. Pas forcément au début, on peut y réfléchir aussi à la fin, mais c'est toujours mieux de savoir quand tu utilises un outil et que tu penses que ça va être déployé un jour, réfléchis où tu dois l'héberger. Parce que, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai choisi Vercel parce que Vercel, j'avais eu une expérience avant. J'utilisais Vercel avec pas mal de projets que j'ai fait. Donc, c'est simple. Tu cliques sur 2, 3 boutons, c'est déployé. Tu achètes ton nom de domaine, tac, tu le lis à ton projet. C'est carré, tu fais rien du tout. Et Vercel, c'est un outil qui vous permet d'héberger vos bases de données et qui vous permet d'avoir d'avoir des buckets. Je ne sais pas si vous connaissez les buckets S3 d'Amazon. D'avoir comme un storage, bon, là où vous pouvez stocker des files, ça peut être des images, ça peut être des PDF, voilà, des fichiers et tout. Et en fait, c'est tout qui est concentré au même endroit. Bon, AWS offre la même chose, mais AWS, j'aime pas l'interface. J'aime pas l'interface. Parfois, c'est très compliqué et leur coût, parfois, c'est un peu exorbitant. Hostinger, j'ai eu l'occasion d'expérimenter, Heroku non. Donc là, Vercel était le choix le plus judiciaire pour moi. Là aussi, il y a un autre truc qu'il faut noter. Il y a certains outils de déploiement ou d'hébergement qui ne proposent pas, par exemple, d'héberger du PHP ou bien d'héberger du Spring Boot. Et Vercel, je pense qu'ils sont plus orientés côté JavaScript. Parce qu'un jour, j'avais fait un projet en Spring Boot, je voulais l'héberger et j'ai regardé sur Vercel, bon, ils ont dit qu'il n'y en avait pas. Donc, encore une fois, quand vous avez choisi votre front-end et votre back-end, il faut réfléchir là où vous allez l'héberger. C'est important parce que c'est pas tout le monde qui accepte d'héberger du Spring Boot. C'est pas tout le monde qui accepte d'héberger du Node ou bien d'autres technos. Il faut réfléchir. Aussi, pour la base de données distante, il y a pas mal d'outils qui proposent d'avoir une base de données distante. En tout cas, il faut réfléchir. Donc, pour la documentation et les choix techniques, c'est ça que j'ai fait. Donc, pour faire un petit résumé, la stack technique de GPMN, c'est du front-end, c'est du React Native.
bon, il y a Expogo qui facilite la vie. Franchement, si vous voulez développer une application mobile, moi, je conseille 1000 fois React Native. Même s'il y a des gens derrière qui vont dire, ah, Flutter et tout. Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter. Le backend Node.js, base de données Postgre, tout ce qui est déploiement. Et là, c'est plus déploiement pour la base de données et le backend. Parce que, bon, tout naturellement, je pense que vous l'avez imaginé que quand tu déploies du front-end d'une application mobile, il faut le déployer sur les stores, quoi. OK? Et là, il y a un petit truc qui me venait à l'esprit. Au début, quand je faisais GPM, moi, je croyais dans ma tête qu'une application mobile, bah, le front-end, fallait déjà choisir si ça allait être du pur natif, c'est-à-dire utiliser le langage Swift pour développer une application iOS, ou bien un langage, faire du Java ou bien du Kotlin pour Android. Bon, React Native, ça va être du natif, mais qui est cross-platform pour les deux. Et moi, je pensais qu'une application mobile devait avoir, genre, la manière de développer le back-end d'une application mobile devait être différente de la manière dont on développe un back-end d'une application web. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Parce qu'un back-end, c'est un back-end. C'est quelque chose qui vient, sur lequel on tape pour récupérer des données, qui va interagir avec la base de données, qui sert pour faire des API, qui va communiquer directement avec le front. Le front, c'est juste la partie cliente qui diffère selon le système. Application web, mobile, desktop. Donc voilà. Maintenant, là, on va attaquer la partie développement. Pour la partie développement, il faut noter deux choses. Il y a, il y a- il y a- il y a le développement pur où tu développes bon, carrément, quoi, tu vois. Et je pense que la plupart du temps, nous, quand on a un projet, on a tendance à aller directement au code. Code, 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 on code, on code, on code, on code. Mais en réalité, je pense que c'est pas le bon process. La gestion d'un projet, c'est vraiment capital. Vraiment, vraiment capital. Même si réellement tu suis pas, genre, tu fais pas de la gestion proprement dite, mais faisant un minimum. C'est-à-dire, moi j'utilise Trello pour un peu traquer mes tâches. C'est-à-dire, je, par exemple, quand je me dis que bon, faut que j'initialise le projet Node.js ou bien le projet front-end de React Native et tout, je me dis, bon, je mets entre crochets back-end ou front-end, ensuite je mets le nom de la tâche, initialiser le front-end de GPM, par exemple. Tu vois, au moins en tête, j'ai cette tâche à faire, quoi. Et il y a rien de plus plaisant de déplacer une tâche qui était en cours vers une tâche qui a été terminée. Parce que là, tu vois après l'évolution de ton application, l'avancement, où est-ce que tu en es. Encore une fois, là aussi, si vous n'aviez pas fait un design et si vous n'aviez pas si vous n'aviez pas fait une documentation précise des techniques que vous allez utiliser, le découpage de vos tâches ne va pas être si simple que ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, ça, c'est la partie gestion de projet où vous allez lister les tâches que vous avez à faire avec différents statuts. Un backlog avec une liste des tâches de toutes les fonctionnalités de l'application. Tu n'as pas besoin de tout lister au début parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui s'ajoutent, des bugs à corriger. Donc, c'est au fur et à mesure. Tu listes les tâches. Disons, par exemple, sur cette semaine, j'ai listé X tâches. Et au fur et à mesure, j'ai fait ces tâches-là, tu vois. Et là aussi, ça va vous soulager l'esprit de fou parce que tu vas pas venir sur ton ordi et te dire que, ah, bon, hier j'étais là, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? En fait, tu divagues. Et quand c'est carré, tu viens, tu choisis une tâche, tac, j'ai fait ça, tu codes, la tâche est terminée, tu passes à autre chose. Une autre tâche, la tâche est terminée, tu passes à autre chose. Ça te soulage aussi l'esprit. Maintenant, revenons au dev pur. Quand je dis dev pur, c'est vraiment au sens code du terme. Le sens code du terme, c'est-à-dire, bon, développer concrètement, quoi, tu vois. Bon, moi, j'étais dans un environnement JavaScript. J'aime JavaScript, je kiffe JavaScript, et je pense qu'actuellement, bon, c'est le langage que je maîtrise le plus, quoi. Et, et nous, quand on parle d'application mobile, la plupart du temps, on a tendance à penser seulement à l'application mobile. Parce que là,
quand on vous parle de GPaiement, vous allez voir que GPaiement. Mais en réalité, il y a un ensemble de trucs qui est autour de GPaiement, qui permettent le bon fonctionnement de GPaiement que vous ne voyez pas. Et que moi, je vois, quoi, tu vois, et qui permet vraiment le bon fonctionnement de GPaiement. Il y a déjà la dashboard admin. Dashboard admin, bon, là, c'est une interface web qui permet à un administrateur de gérer de voir déjà tout ce qui se passe à travers l'application. J'ai le nombre d'utilisateurs, j'ai le nombre d'utilisateurs en cours, les utilisateurs, genre des KPI, quoi, des indicateurs clés de performance qui vont me permettre de dire qu'il y a tant d'utilisateurs, il y a tant de réservations de GP, il y a tant d'annonces de GP qui sont présentes dans l'application, il y a tant de colis qui sont en cours, il y a tant de colis qui sont en transit. Voilà, ce sont des indicateurs qui, moi, en tant que développeur ou bien en tant que, disons, entrepreneur, sont des indicateurs qui sont vraiment essentiels et importants quand toi, tu vas gérer ta croissance. Pourquoi? Disons que j'ai fait une communication. Et je veux savoir à quel point la communication a eu d'impact, quoi, tu vois. Si je vois que mon nombre d'utilisateurs n'a pas trop bougé, allez, je me dis, ah, là, il y a problème. Si je vois qu'il n'y a pas assez de gens qui ont fait d'annonces de GP et tout, ou bien des réservations et tout, je me dis, ah, ma communication ne s'est pas trop bien passée, donc je vais voir ce qui se passe et je les cours, je les tire. En fait, ce sont de petites choses comme ça qui est important pour l'application. Il y a un autre truc aussi qui est important qui est la landing page. La landing page, en fait, la landing page, c'est aussi un site web qui présente à peu près l'aperçu de l'application, comment l'application est. Et ça, principalement, c'est une fiche de vente. C'est un endroit où vous devez vendre votre produit, où vous devez réellement genre, vous transformer à quelqu'un qui vend, un vendeur, quoi, tu vois. Tu dois réellement vendre ton truc, tu dois être un commercial quand tu fais ta landing page. Et c'est là où les gens qui te connaissent, qui connaissent pas réellement l'application et ils veulent connaître l'application d'une autre manière qu'aller directement sur l'App Store parce que c'est pas automatique, hein. C'est pas automatique parce que parfois aussi tu peux faire une communication où là c'est un site que tu dois fournir et quand tu fournis un site, tu ne vas pas fournir le lien de ton application sur l'App Store ou bien sur Google Play parce que faudra en choisir une. Tu dois choisir un site, pas deux. Donc là, le landing page aussi, très important pour présenter votre produit, mais aussi, c'est quelque chose que vous devez faire, que vous devez mettre en place même avant le lancement de votre produit, où les gens peuvent venir s'inscrire à une liste d'attente que vous pourrez potentiellement exploiter derrière pour soit les envoyer les liens de test de l'application, etc., etc., etc. Donc voilà, j'ai parlé du dashboard admin, j'ai parlé aussi de la landing page, mais aussi il y a d'autres aspects aussi, on va voir beaucoup plus après, qui consistent à la détection de problèmes, etc. etc. Et là, on va revenir sur le dev pur, sur l'application mobile. Bon, là aussi, vraiment, je ne vais pas non plus entrer dans les détails parce que je pense que tout le monde ici ne fait pas forcément de l'informatique, mais faut se renseigner aussi sur la techno. Il y a différents types d'architectures qui existent. Quand tu développes une application mobile, bon, je vais donner des trucs au pif, hein, mais à vous de voir. Il y a une architecture hexagonale. Bon, ça aussi, vous pouvez faire une documentation, faire une documentation dessus. Il y a une architecture microservice, architecture monolithe et tout. Bon, j'ai mélangé les archis parce qu'il y a certains archis qui sont présents côté back-end, mais qu'on ne peut pas réellement dupliquer côté front-end. Et un autre truc qu'il faut noter quand vous développez, il ne faut pas se dire que tu es seul, donc je vais aller vite, je vais coder tout vite. Parce que ça aussi, c'est le meilleur moyen de se fausser, quoi.
Tu vois, mais aussi, il y a les IA que vous pouvez utiliser pour aller un peu vite, mais à chaque fois, il faudra relire votre code et tout. Et aussi, une autre chose, c'est la plupart du temps, vous n'allez pas forcément passer à coder. Vous allez passer à lire de la documentation. Très important, la documentation. C'est ça qui... Je pense que c'est les meilleures formations de chaque langage. Bon, ça dépend aussi des technos. Parce que la documentation de React Native, elle est vraiment bien faite. Si tu lis bien, et si tu comprends un minimum de l'anglais, ça va, c'est propre. Bon, là, j'ai passé beaucoup de temps ici, mais je pense que c'était important. Bon, là, je vous ai mis un petit aperçu du Trello de GPM. Bah, vous voyez un peu, en fait, c'est complètement le bordel. À un moment donné, je parle anglais, à un moment donné, je parle français. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, mes tâches ont été bien fixées. Bon, là j'ai mis différentes colonnes, j'ai mis une boîte à idées. Il y a certaines des idées même que j'ai eu l'occasion d'implémenter dans la version actuelle de GPM. Là, c'est le backlog, c'est-à-dire les tâches que je dois faire, quoi. Tu vois. Mais voilà, il y a d'autres genre. Ça aussi, à chaque fois, j'essaie de me fixer une liste de tâches que je dois faire dans la semaine. Même si j'ai mes cours, même si je dois faire autre chose et tout, je dois faire un minimum de tâches par semaine. Et parfois, je les fais, parfois, je les fais pas. Je me dis que c'est pas grave si je les fais pas, mais je me les fixe, quoi. Je me fixe un quota de tâches à faire. C'est pourquoi c'est important aussi pour garder un rythme de développement qui est plus ou moins régulier et ne pas se démotiver parce que au début, c'est cool. Vous allez être hyper hype. Ah, j'ai une idée, donc je vais l'implémenter et tout. Et aussi, l'idée de GPaiement, tout le monde l'a. Je pense que tout le monde l'a. C'est une idée toute bête qu'on voit tous les jours et tout le monde l'a. Mais je pense que l'exécution derrière et comment s'organiser aussi va différencier du résultat que vous allez avoir après. Donc, c'est pas de la perte de temps au début parce que en tant que développeur pur et dur, moi, l'autre Maël que j'étais va dire que ça, c'est de la perte de temps parce que tu codes pas. Mais non, c'est du gain de temps énorme, mais du gain de temps à long terme. Voilà, bah, c'est juste pour vous présenter un petit aperçu de mon Trello, bon, personnel de GPM. Voilà. Et ça, c'est un aperçu de la landing page que j'ai faite sur GPM. Et je pense qu'il y a certains qui vont s'identifier par rapport à ça parce que à un moment donné, quand j'ai développé ces landing pages là et que je les mis en public et tout, j'ai fait une petite campagne de communication sur WhatsApp, Insta et tout. Et je m'étais fixé une semaine que j'allais faire une communication pendant une semaine pour partager le site de GPM et pousser les gens à s'inscrire à ma liste d'attente. Et moi, j'estime que ma liste d'attente, je l'ai fait assez tardivement. Mais à mon goût, ça va, ça passe. Donc voilà, c'est un truc simple qui vend, qui fait véhiculer un peu d'émotion, donc voilà quoi. Et derrière même, j'ai mis une petite histoire personnelle de moi. Donc c'est important, il faut savoir aussi vendre, quoi. Dans la vie, il n'y a pas que le code, même si on aime tous coder. Donc voilà, mais il faut savoir vendre, etc., etc. Et bon, ça, c'est un petit aperçu du dashboard admin. Le dashboard admin, bon, je vous ai présenté ça globalement, quoi, tu vois. Avec le nombre d'utilisateurs total, inscrits et tout. Bon, ça, c'est un screenshot que j'ai pris il y a environ une semaine, mais actuellement, on est plus de 22 inscrits. Et je pense que c'est incroyable. Alors que c'est seulement hier qu'on a commencé à partager le truc de l'application avec ce webinaire. Et il y a pas mal de gens qui sont curieux de découvrir l'application. Et franchement, c'est incroyable parce en 2 jours, 22 inscrits, 22 utilisateurs. Et il y a même quelqu'un qui a fait un test complet. C'était magique, quoi. Et voilà. Et merci pour les gens qui se sont inscrits. Donc voilà. Et là, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal de choses que vous pouvez voir. Utilisateur, réservation, Stripe, ticket support. Bon, ça aussi, c'est important aussi. Mais on aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que quand vous développez une application mobile, il faut se mettre en tête que c'est quelque chose qui est embarqué. Et qui dit quelque chose d'embarqué, c'est quelque chose qui sera difficile à mettre à jour pour le développeur, pas forcément pour l'utilisateur, parce que lui, il l'a fait en un seul clic, quoi, tu vois. Et il y a certaines informations, comme par exemple
Comme par exemple quoi? Il y a certaines informations qui sont peut-être amenées à changer au sein de l'application. Donc, il ne faut pas forcément les stocker en dur ou bien les mettre en dur dans l'application. Il faut avoir toujours le réflexe d'externaliser des choses qui sont amenées à changer. Par exemple, moi, dans mon cas, je donne juste un exemple tout bête. Les contacts des services clients de GPM, je les externalisés, je les ai mis au sein de mon dashboard admin. À chaque fois que je sens que, bon, ce numéro de téléphone que j'ai plus, c'est pas le bon numéro, donc je vais automatiquement changer le numéro et automatiquement derrière l'utilisateur va le voir. Je n'aurai pas besoin à refaire des bulles, resubmettre l'application sur App Store, Google Play et derrière attendre encore une fois. Et bon, ça aussi, ça va venir au fur et à mesure, quoi. C'est pas, vous n'allez pas avoir ce réflexe au début, mais après, au fur et à mesure que vous développez, que vous voyez les choses, vous sentez que, ah, ça sera une galère de mettre à jour si l'application, mais si les informations changent, quoi, tu vois. C'est pareil aussi pour les versions de l'application, parce que parfois, à un moment donné, il faut signaler à l'utilisateur que ton application là, il est plus à jour. Genre, il est plus à jour, c'est-à-dire, tu as fait un bulle, tu as soumis l'application sur App Store et Google Play, l'application il est dispo. Mais ton utilisateur, lui, il n'est pas au courant que l'application est dispo. Donc, il faut que toi aussi, au sein de ton application, que tu aies un système qui pop, qui dit ah, une nouvelle version est disponible, une nouvelle version est disponible. Je pense que vous l'avez vu dans pas mal d'applications, dans pas mal d'applications mobiles. C'est important aussi, il faut pas négliger des trucs comme ça. Il y a aussi tout ce qui est feedback, récolter des feedbacks. C'est très, très, très important. Parce que ouais, là, on dit que bah, j'ai développé l'application tout seul de A à Z. En termes d'action, oui, j'ai développé ça. En termes d'action concrète, en termes de développement, j'ai développé ça de A à Z. Mais derrière, franchement, je pense qu'on est plus de 100 personnes à contribuer de manière indirecte à l'application. Parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui parle de GPM. Que je le connais ou pas du tout, si on a l'occasion d'échanger, et que le feeling passe plutôt bien. Je te fais part de l'application, je te fais part de mon idée. Et là, on fait des retours incroyables, des idées par-ci, des idées par-là. Et c'est ça, à chaque fois que je note. Et après, de cette base-là, je pars et j'essaie d'améliorer l'application pour rendre ça beaucoup plus mieux, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'on a assez parlé de développement et tout. Mais avant de soumettre ton application sur les stores, il y a une autre chose qu'il faut penser, c'est après, lorsque l'application est dispo, comment tu vas faire pour corriger des bugs ou bien pour savoir qu'il y a tel problème qui persiste, il y a tel problème que l'utilisateur a, ou bien pour avoir des analytics au sein de l'application, c'est-à-dire quelles sont les pages les plus consultées, l'utilisateur, genre quels sont les réflexes de l'utilisateur lorsqu'il entre sur une page, etc., etc. Déjà pour les analytics, il y a un outil que j'utilise qui s'appelle Vexo Analytics. C'est un outil qui te permet d'avoir des analytics dans ton application et c'est quelque chose que je conseille d'intégrer dans ton application. C'est facile à faire. Bon, encore une fois, il faut lire la documentation. Tu lis, tu fais. Tu lis, tu fais. Et voilà, ça te permet d'avoir des analytics, c'est-à-dire que tu peux avoir les devices, les devices qui sont utilisés par tes utilisateurs. Tu pourras pas avoir les utilisateurs réellement, mais tu pourras avoir les devices qui sont utilisés, les pages les plus consultées. Tu peux avoir aussi un headmap, c'est-à-dire que tu vas avoir de petits trucs en clair où il t'indique que la plupart des utilisateurs aiment cliquer sur cette partie de l'écran-là et ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur, quoi. Il y a un autre outil qui s'appelle aussi Sentry, qui permet de traquer des erreurs. C'est-à-dire que toi, en tant que développeur, quand tu développes ton truc, bon, peut-être que tu l'as bien testé. Peut-être que tu as testé, mais tu ne vois pas d'erreur et tout. Mais c'est pas tout. C'est pas ton environnement local à toi qui est vraiment qui est similaire à un environnement de prod. Parce qu'un environnement de prod, c'est vraiment complètement différent quoi, de ton environnement local et tout. Et même de ton environnement isoprod. On dit isoprod, mais c'est jamais proche de la production. Et
Les environnements de prod, c'est difficile d'avoir des erreurs si tu n'as pas un outil qui te traque ça. C'est pourquoi moi j'utilise personnellement Sentry qui est dans l'application GPaiement, qui à chaque fois, quand il y a un problème, même s'il y a un fan qui n'est pas bien géré ou bien un nul qui n'est pas bien géré dans l'application, il m'envoie une erreur, il me dit tac, il y a une erreur à tel endroit et sur tel fichier et c'est telle erreur. C'est incroyable. C'est vraiment des outils incroyables qui te permettent de détecter tes erreurs et après de faire la maintenance, de faire ton run et tout. Et ça, c'est un petit aperçu de Vexo. Bon, là, c'est un exemple tout simple, hein. Les headmaps dont je vous avais parlé, donc là, à ce niveau-là, vous voyez que les utilisateurs aiment trop cliquer ici parce que c'est pour sortir, bon, c'est normal. Ensuite, là, tu vois, il clique ici, là, 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 là. Et là, tu as la liste des pages qui sont consultées. C'est vraiment incroyable comme outil et c'est très important d'avoir des trucs comme ça parce que ça va vous permettre d'améliorer mais fois 1000 votre expérience utilisateur, quoi. Parce que là, ça montre comment l'utilisateur réagit face à l'application, quoi. Même si toi, tu n'es pas derrière eux. Donc voilà. Et pour Sentry, bon, comme je vous l'avais dit, hein, ça permet de traquer des erreurs. Maintenant, les erreurs qui sont traquées, voilà, ça traque les erreurs. Les erreurs qui sont traquées, ils sont ici. Et ça te met les listes des erreurs, la liste des erreurs et tout. Et après, voilà, tu peux regarder le nombre d'erreurs. Il y a des graphes. Il y a pas mal aussi de fonctionnalités que vous pouvez regarder en détail. Et c'est vraiment important, quoi. Et aussi, il y a la priorité du genre, si c'est une erreur énorme ou pas. Et voilà, et derrière, vous pouvez créer un ticket aussi pour corriger ça. Donc, c'est important pour la maintenance. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié une chose. Sentry vous envoie automatiquement un email. Bon, ça aussi, c'est à configurer. Vous envoie automatiquement un email quand il y a un problème qui survient au sein de votre application en production. Et là, j'en ai reçu pas mal, quoi, parce qu'il y a aussi des choses à corriger par-ci, par-là. Donc, voilà. Maintenant, si on a fait tout ça, on a fait notre design. Après, on a fait notre Trello pour gérer notre projet avec des tickets et tout. Faut pas oublier aussi dans les tickets de mettre des tickets pour le déploiement et l'hébergement. Et ça ne se passe jamais comme prévu. Tu peux tout imaginer, tu peux tout faire en local et tout, mais côté déploiement, waouh! À chaque fois, ça ne passe jamais comme prévu, quoi. Et pour l'hébergement, il y a trois choses qu'il faut héberger. Il y a le back-end, il y a le front-end qui est l'application mobile, et il y a aussi la base de données distante. Donc, c'est trois choses différentes. Et chaque chose avec l'endroit sur lequel vous allez le déployer. Bon, déjà, à chaque fois, moi j'ai cette logique. À chaque fois, faut déjà héberger ou bien développer en premier le back-end parce que le back-end, c'est lui qui sert, c'est lui qui sert le front-end, quoi. Sans back-end, le front-end ne peut pas marcher concrètement, quoi. Ça peut marcher, mais il n'y a pas d'interaction réelle, il n'y a pas de données réelles et tout. Donc, faire toujours le déploiement ou bien le développement du back-end, déploiement du back-end, développement du back-end, hébergement du back-end. Donc là, j'utilise Vercel. Donc Vercel, c'est simple, c'est une Node.js. Il y a des petites configurations à faire. Tac, tu déploies. Mais il faut aussi que vous notez quelque chose. Quand vous déployez, essayez toujours de déployer dans deux environnements différents. C'est-à-dire dans un environnement dev, c'est-à-dire un environnement où tu peux tester tout ce que tu peux tester, qui est un environnement entre guillemets isoprod, quoi, même si c'est pas proche de la production. Et aussi un environnement de prod qui va être l'environnement qui va être vraiment utilisé par les vrais utilisateurs, c'est-à-dire par les genre ton backend avec tes API, mais aussi ta base de données. Essayez de distinguer ces deux environnements-là. Et ça, j'utilise Vercel, c'est vraiment simple à utiliser. Donc,
encore une fois, il faut lire la documentation, il faut aimer lire. Faut lire, hein, faut lire les documentations. C'est comme ça qu'on a les informations plus rapidement. On peut utiliser ChatGPT, on peut utiliser pas mal de choses, mais la documentation, je pense, c'est ce qu'il y a de plus sûr, quoi. Parce que ChatGPT, parfois, il te donne des versions anciennes, alors que c'est pas la même version qui est soutenue par Vercel ou bien par d'autres technos. Et pour ce qui concerne App Store et Google Play, là aussi, c'est vraiment une guerre, quoi. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Euh, Déjà, il faut faire les screenshots, les screenshots, c'est-à-dire les petites fiches que vous avez, genre les petits captures d'écran que je vous ai montré au début sur GPM et tout. Ça aussi, faut les mettre et ça aussi, il faut les faire avec Figma et tout. Euh, euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais aussi c'est simple, quoi. Faut remplir tout ce qui est confidentialité. Faut déclarer les données qui sont partagées au sein de l'application. Euh, faut aussi payer, parce que là, il faut payer $100 par an pour pouvoir héberger sur App Store, hein. C'est cher, hein. C'est cher. Ouais, on est d'accord, c'est cher. Euh, et, euh, et voilà. Et aussi, il y a une autre chose qui m'est arrivée très récemment, parce que en fait, App Store, il n'autorise pas automatiquement à ton application de recevoir des notifications. Donc, il faut aussi gérer le fait d'autoriser ton application sur iOS à recevoir des notifications. Et ça, c'est une configuration aussi de commettant. Tu vois, tu crées des certificats SSL, tu viens, tu télécharges ça, tu remets ça là-bas, tu fais un build, ça fail parce que le SSL n'a pas bien détecté ton certificat, pas de type, pas de data, compliqué. Et pour Google Play, franchement, bon, ça va. Là, c'est juste le début qui est compliqué parce que il faut avoir 25 testeurs pour tester ton application au début avant que ça soit disponible en prod. Mais après, c'est simple, quoi. Les trucs. Ouais, Ablaye, tu rigoles parce que. Ouais, voilà, c'est Google, quoi. Avant, c'était App Store qui était chiant, mais actuellement, c'est Google qui est plus ou moins chiant, quoi. Parce que moi, récemment, on m'a refusé la soumission de la version de GPMA actuelle, là. On me l'a refusé parce que je ne respectais pas une déclaration complète des données que j'y suivais des données qui sont utilisées dans l'application, quoi. Mais alors que je les respectais, tu vois. En fait, Google ne teste pas réellement l'application. Il y a des bots qui font entre guillemets le boulot. Mais voilà. Donc, bon, c'est tout que j'avais à dire sur tout ce qui est déploiement et hébergement. Bon, là, on va faire une petite conclusion pour résumer un peu. Bon, faut savoir, moi j'étais sur ce projet j'ai fait, moi j'étais seul. Donc, ce qui représente ce bonhomme-là, j'étais seul. J'avais juste un ordi, une connexion Internet et un bon langage de programmation que j'aime bien, qui est JavaScript. Et, avec ça, bon, j'ai pu réaliser bah, un truc sympa, quoi, qui est vraiment, c'est une application smooth, facile à utiliser et qui résout vraiment un problème concret, quoi. Mais ça, genre, ces éléments-là tout seuls ne suffisent pas. Il faut le combiner aussi avec l'action parce que faut se bouger, quoi. À un moment donné, si tu te dis que bah, tu veux réaliser quelque chose, tu vas faire une application mobile bah, qui va révolutionner un marché, ou bien si tu as vraiment donné une mission à faire quelque chose, ça peut être un site, peu importe le domaine, hein, genre là on parle d'informatique, mais peu importe le domaine, il faut se mettre dans l'action, parce que c'est dans l'action où tu pousses ta réflexion. Ouais, il faut réfléchir un peu avant, mais pas trop. J'ai dit que trop de réflexion tue l'action. Parce que quand tu réfléchis trop, c'est le meilleur moyen aussi de se dire que je vais abandonner. Parce que tu vas voir la montagne énorme à surmonter. Et là, tu te dis, ah, la montagne énorme là, bon, je vais passer mon tour, je vais me reposer un peu. Et là aussi, tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Tu dois réfléchir à un minimum. C'est-à-dire, tu regardes à ton niveau, toi, ce que tu peux faire et ce que tu peux faire. Et tu commences déjà à te mettre en action, à être dedans, quoi, tu vois. Après, au fur et à mesure que tu surmontes le genre, euh,
quand tu montes sur la montagne, tu passes les steps, quoi, mais sans pour autant voir la montagne dans sa globalité, tu vois. Et moi, c'est un peu comme ça avec GPMO, quoi, parce que moi, au début, vraiment, genre, j'aurais jamais imaginé que l'application allait en arriver là. Et, et voilà, c'est juste ça. Parce que enfin, je m'étais pas dit que bon, j'avais tout ça à faire, donc faut le faire et tout. Encore une fois, moi ce que j'aime, c'est résoudre des problèmes à travers l'informatique, mais aussi derrière apprendre. Et je pense qu'il y a ce processus d'apprentissage que j'aime bien, qui m'a aussi beaucoup aidé quoi, en termes de motivation et tout, parce que je me dis, ah, j'apprends de nouvelles choses. Et même pour la communication, je n'ai pas donné ça à quelqu'un d'autre pour qu'il fait la communication pour moi. J'aime bien me mettre à la patte, ça va réellement derrière, genre les gens qui font ça, comment ils font, comprendre les choses. Et après, derrière, je pourrais déléguer. Mais voilà. Ensuite, il y a une autre chose qui est la résilience. C'est très important, la motivation. Et la résilience, c'est capital. Faut pas lâcher. Faut pas mettre de côté ces objectifs que tu as en vue. Faut toujours les voir. C'est pourquoi moi, genre, j'ai fait un pull GPM que à chaque fois que je me démotive et tout, je regarde mon pull GPM et tout, bah c'est un beau pull. Hein. Je regarde mon pull GPM, je me ressasse un peu ce que j'avais déjà fait, ce que j'ai pu réaliser et tout. Et hop, tac, la motivation revient parce que je me dis, bon, je vais apprendre, je vais faire quelque chose et je vais résoudre un problème concret. Et, et voilà, ce sont des petits trucs comme ça, quoi. Il y a ce pull que je me suis fait. Bon, il y a ce petit mug aussi. Il y a ce petit mug que je me suis fait. À chaque fois que je bois mon café, je sais qu'il y a GPM. Très important parce que c'est ça qui pousse la motivation et tout. J'ai aussi des stickers que je mets un peu partout. J'en ai même partagé à des amis et tout. Ils font aussi un peu la pub, donc voilà. Et dernière chose, la patience. Ah les gars, faut savoir être patient parce qu'à un moment donné, il faut se dire, ouais, j'ai une vision qui est énorme, je veux faire tout ça. Mais il faut se dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Moi, au début, c'était une idée que j'ai pu concrétiser au fur et à mesure. En un mois, j'ai développé un prototype, un MVP qui va me permettre déjà de mettre ça sur le marché pour voir réellement si les utilisateurs adhèrent au projet et si ça va résoudre un problème concret. Et faut le faire. Je conseille de faire toujours un MVP avant de se lancer trop loin. Donc, je me suis pris un mois. C'était en février 2024. Je me rappellerai toujours parce que le jour où j'ai commencé réellement GPM, c'était un samedi. Je me suis sauté sur mon lit et je suis allé sur mon PC et j'ai commencé à faire le design. J'ai fait le design, j'ai envoyé ça à des amis autour de moi. Vite fait, ils me donnent des feedbacks et tout. Et en un moment, j'ai codé le truc et j'ai déployé sur les stores après vers mars comme ça. Et je commence à récolter des feedbacks. Les feedbacks que j'ai eus là de mon MVP, ce sont ces feedbacks-là qui font actuellement les GPM, l'application qu'elle est aujourd'hui. Donc, les feedbacks, c'est important, mais aussi, il faut avoir de la patience parce que tous ces feedbacks que j'ai récoltés et aussi la réflexion que j'ai pu mettre en place, ça a été possible du fait qu'à un moment donné, j'ai pris du recul et quand je me suis rendu compte que ça, c'est un problème sérieux et que ce projet commence à devenir sérieux, j'ai un pote qui m'a mis en relation avec un UX designer avec qui j'ai travaillé pour mettre en place un design qui est sobre, efficace. J'ai des compétences en design, mais il faut savoir aussi à un moment donné que tu as des limites. Tu ne peux pas tout faire non plus. C'est bien d'avoir une vision globale, une application et tout, mais tu as tes domaines de compétences, tes domaines de là où tu te spécialises. Et après, au fur et à mesure, tu prends du recul. Après, j'ai commencé à rédiger une vision complète de comment je vois réellement l'application. Parce que là, moi, je vois. Vous voyez l'application, mais moi, JPM, ce n'est pas qu'une application. Il y a pas mal de choses auxquelles j'ai réfléchi, que j'ai noté dans la vision globale de l'application. Et c'est comme ça que j'ai noté ma vision et tout. Après, vers août, c'est là où je commençais réellement à coder. Tu vois, c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, la réflexion, il faut lui donner sa part de temps. Tu réfléchis. Le code, c'est juste l'exécution de l'organisation que tu avais mis avant, mais aussi de la réflexion que tu avais mis avant. Parce que c'est juste de l'exécution. Tu viens, tu codes,
tu viens, tu codes. Tu as ton design, tu as ton design, tu as tes tâches à faire et tu viens, tu exécutes. C'est tout. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de patience. Si moi, j'ai pu le faire avec ces différents éléments-là, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est juste du courage, de la détermination, mais aussi, faut se dire que le parcours, le parcours ou bien l'école, ça. Genre, tout ce que j'ai appris là, je ne l'ai pas appris à l'école, hein. Faut se dire la vérité. Tout ça, je l'ai appris moi-même en autodidacte. Donc, si moi, j'ai pu le faire en autodidacte, de mon côté, en me servant de la documentation, de certaines vidéos sur Internet, de ChatGPT, de pas mal de choses, vous aussi, vous pouvez le faire, quoi. Parce que tout le monde ici, franchement, vous avez un PC, vous avez un ordi. À minimum, JavaScript, vous pouvez l'apprendre. Vous avez une connexion Internet. Et vous êtes là. Vous avez deux mains, vous voyez bien. Vous pouvez le faire, quoi. Et aussi, il faut juste mettre en place une routine et ça va le faire. Je pense que vous tous ici, vous avez une idée d'une application, de projet et tout. Mais je pense qu'il vous manque juste ces éléments-là, action, résilience et patience, qui sont fondamentales pour atteindre ces objectifs. Et atteindre ces objectifs aussi ne veut pas dire que c'est fini. C'est jamais fini. Parce que quand on dit, par exemple, un projet est fini, ça veut dire que le projet a échoué. Un projet qui réussit, ça n'existe pas aussi. Un projet qui réussit, En fait, ça aussi, c'est un autre débat. Un projet qui réussit, c'est vraiment ponctuel, quoi, tu vois. C'est ponctuel. Mais garder cette réussite plus ou moins là, c'est ça qui est compliqué. Et il faut se mettre ça aussi en tête, quoi. Donc, voilà. C'est ça que j'avais à vous dire. J'ai mis une petite vidéo d'une présentation de GPaiement, mais ça, vous pouvez aller le voir sur le site internet de GPaiement. Vous tapez gpaiement.app. Voilà. Hello, ici Bon, Pape, on le va développeur. passer à ça. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Donc j'ai fait plus de... Et ça a duré beaucoup plus que prévu, mais je pense que ça a été intéressant pour vous et que maintenant vous avez une idée globale de comment développer une application mobile de A à Z. Et je pense aussi que vous savez maintenant comment GPaiement a été fait, c'est quoi l'histoire des GPaiement. Et voilà. Et merci de votre attention, franchement. Et j'ai hâte d'écouter vos questions parce que c'est ça qui est le plus important, le plus intéressant, l'échange qu'on va avoir après. Donc voilà. Là, vous avez le QR code du site de GPaiement là, que vous pouvez consulter ici. Et derrière, et ici aussi, vous pouvez avoir les trucs genre le QR code de mon Insta, vous pouvez les scanner, et voilà. Mais aussi, il y a mon GitHub qui est là. Pour les gens qui sont geeks et qui codent beaucoup et tout, il y a mon GitHub qui est là. Vous pouvez aller me suivre. Il y a pas mal de projets que j'ai mis en open source. Pour les gens qui veulent faire du backend avec du Node.js, j'ai un template j'ai le template même de GPaiement que j'ai utilisé qui est disponible là-bas, c'est en open source, quoi, parce que moi j'aime l'open source. Donc voilà, mais aussi le site du banque de liens, et c'est aussi en open source pour les gens qui veulent jeter un coup d'œil. Donc voilà, je parle beaucoup, oui, je sais. Désolé pour ça et j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Ablaye, je te donne la parole. Non, machallah, vraiment chapeau frère. Ça a été très enrichissant. Maanaam maa ngi wax yaa ngi wax am na ñu ma doon message ci suuf ne ñi ngi déglu affaire bi et que c'est vraiment intéressant. Bah, on a beaucoup appris, vraiment beaucoup. Man dama ubbi woon sama bloc-notes parce que biñ doon wax dama ubbi sama bloc-notes dina noté ay affaires yu bëri. Et il y a pas mal de choses yoo xam te ne ñun suñu application aussi dañ ko ci dugal comme tracking yi ñu ci doon def ak yenn affaires yi quoi mooy pour xool ñan ñooy utiliser affaires yi. Récemment tey rek laa gis benn vidéo Insta bi wax comment def affaire yooyu ma sauvegarder ko mais je savais pas quoi. Merci pour loolu noonu ak aussi organisation bi ba machallah quoi surtout côté Trello li ngay wax ak également am na loo wax lu am solo la nga xam te ni bon mooy la plupart du temps doo ko def ci code bi mais plutôt ci recherche bi nga ngay def ak ci documentation yi man en tout cas ça m'a inspiré jàng naa ci lu bëri et en tout cas vraiment ça a été enrichissant quoi sincèrement. Bon gars yi dañu leen jox parole bi vite fait ngeen def question réponse mais en attendant bon faut savoir que Online Class c'est une équipe et que il y a moi Abdoulaye Sarr, il y a
Omar Ka, il y a Marianne Tine, il y a Mohamed Diène Thiam. Donc des gens formidables yi nga xamante ni bu fekkente ni tey webinaire bi am na ñoom ñoo tax parce que ñoom ñoo doon organiser ñoo defar affiche yi ñoo préparé test bi ak Mayel xaw a def tuuti brainstorming ñoom aussi ñooy travailler chaque jour pour defal leen ay vidéo ak ay contenu pour ngeen mën a xool sur Insta ay outils nu ñu utiliser Prettier yenn conseil ngeen mën a def donc y a pas mal de gens derrière yi nga xamante ni ñoo fi nekk di jàpp si liggéey bu baax a baax pour yéen ngeen mën a am yenn niveau yi comme Mayel conseil yi mu joxe yi ñun ñëpp ñoo bokk objectif quoi faire de sorte que ñun ñëpp ku ci nekk am niveau bu baax donc mes coéquipiers vraiment chapeau à vous et je pense que je vais les donner la parole ñoom bu ñu waxee après vite fait ñu jàll ci question réponse après on conclut mais Mayel vraiment merci du fond du cœur pour valeur bi ñu apporter. J'aime partager, c'est normal. Ouais, Thiam, Omar, Marianne, donc vous pouvez prendre la parole. Hein. Bah, sama gars yi, vous êtes là? Thiam, Omar, Marianne. Donc, ce sont les gens qui sont derrière, qui gardent ce combat et tout. Donc, je pense qu'ils vont prendre la parole bientôt. Après ça, ñu jëlaat ci question-réponse. J'espère que am ngeen ay questions yu pertinentes, j'espère. Parce que Mayel mu ngi ko poser question yu bëri yu bëri. Ouais. Bah, macha allah kooku mooy Thiam. Je pense que xàmme ngeen ko moom moo leen di defal challenge yi. Bon, chaque mois, online class day def ay challenge quoi. C'est-à-dire que dañuy lancer benn attends dama quitté wala maa ngi si réunion bi. yaa ngi si réunion bi. Heureusement donc chaque mois dañuy def benn challenge dañ leen di jox benn exercice ñu jox leen quelque temps ngeen def ko après Thiam moo koy corriger ak yéen donc y a pas mal de contenu yi nga xam ne ñu ngi leen koy préparer yu bëri et vraiment Mayel chaque fois daf may motiver quoi ci affaire yu bëri donc macha allah quoi vraiment donc Marianne, Omar, vous êtes là bu fekkente ni da ngeen jël parole après on passe aux questions-réponses. waaw seen loxo yi teg nañ ko dinañ leen interroger benn par benn ba Ami Diagne boo mënee désactiver sa partage aussi. Bah Omar, Marianne, vous êtes là? Allô? Ouais, allô. Bonsoir à tous. J'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi leen di remercier bu baax ci seen présence ci webinaire bi kontaan nañ bu baax. Aussi di remercier Mayel ci présentation bi. Vraiment sa présentation bi jaar na yoon kontaan nañ bu baax ci lépp. Bon déjà Sarr ak Thiam wax nañ lépp donc merci rek lañ la mën a wax. Ah, merci. Omar bon je pense que yéen di ngeen ko xamee bon doo leen ko gis doo leen ko dégg mais Omar mooy kii lakkale ci groupe yi message yëpp mooy partager chaque instant ngeen gis affaire yeeg yooyu noonu donc Omar boo fi nekkee mën nga jël parole direct. waaw Omar yaa ngi fi. Bah Omar bon peut-être qu'il est pas là bref gars yi mën nañ jàll bon Omar bu ñëwee entre temps mën na jël parole donc su fekkente ni am nañu ñu bëgg a poser ay questions donc mën nañ poser question donc live est là Mayel ma bàyyi la nga poser sa bopp question nga interroger. Bah ouais tu veux si tu veux je peux interroger. Ouais, interroger. Allez petit homme. Alors, bonjour. Bonjour. Ziar, gars. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà, j'aimerais avant tout vous remercier pour l'initiative du webinaire. Voilà, c'est quelque chose d'extra, quoi, voilà. Actuellement, je suis développeur et à l'instant où je vous parle, je suis devant ma machine. Et donc, j'aurais 2 questions à vous poser, si c'est pas trop bien sûr. Alors, donc, la première, c'est que j'ai travaillé récemment sur une application d'IA. Donc là, c'était comme essayer de reproduire Claude AI ou ChatGPT en version africaine, quoi. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai conçu mon design, j'ai travaillé sur la partie code ainsi que le backend. Mais juste là où je bloque, c'est l'IA à utiliser. Donc là, la plupart des IA sont payants. Donc, à ce que je sache. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est
existe une alternative pour intégrer une IA qui est soit complet ou payant à l'extrême, mais qui est un peu abordable. Voilà, parce que déjà, j'ai terminé l'application. Donc là, il ne reste que... Je vais intégrer chez Gemini, autant pour moi, 1.5 si je... Mais là, Gemini, il est un peu calé. Donc là, je bloque. En fait, bah, je pense, bon, ChatGPT, tu peux l'intégrer facilement, hein, parce que moi, j'ai vu pas mal d'applications d'IA similaires genre que tu veux faire, toi, et la plupart du temps, eux, ils ont intégré ChatGPT. Bah, je pense que ChatGPT, c'est plus ou moins abordable parce que c'est un abonnement, oui, bon, ça dépend aussi de ce que tu es, quoi, tu vois, parce que ChatGPT, je pense que c'est l'abonnement, c'est 20-25 $, je sais pas, un truc du genre. Avec ça, tu peux avoir les clés d'API et tout, avec un certain nombre de tokens, si je ne me trompe pas, hein, parce que moi, j'ai pas l'abonnement ChatGPT. Donc, Par mois. non, genre, ouais, je pense que c'est $25 par mois. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr, hein. Mais j'ai pas l'abonnement, mais j'ai un pote qui l'a. Ouais, $20, voilà, $20 par mois. Donc, bon, je sais pas toi si tu veux utiliser une seule IA, mais je connais quelqu'un qui a fait un truc pareil. Bon, il est assez présent sur YouTube. Le gars, il s'appelle Mike Boateng, je pense qu'il est nigérien. Bah, il va faire un truc pareil, quoi. Mais lui, il a connecté 3 IA. Il a connecté Claude, ChatGPT et Mistral, je pense. Ouais. Et bah, je pense. Hein? Non, je disais que c'était une excellente idée de connecter les 3 IA. Ouais. Comme ça, ils sont alternés. C'est ça, ouais. Parce que lui, en fait, c'est ça qu'il a fait, quoi. Parce qu'en fait, Claude, il est fort dans certaines choses que ChatGPT n'est pas fort, quoi. Tu vois, pour d'autres IA aussi, ça dépend aussi de base d'une entraînée. Donc, voilà, en fait, faut que nous pousser ces recherches documentaires par rapport à AI. Mais peut-être aussi, tu peux trouver une IA, genre, peut-être même toi, tu peux développer ton propre modèle, quoi, tu vois. Mais ça aussi, faut faire des recherches parce qu'il y a pas mal de trucs sur GitHub en open source que tu peux utiliser pour développer ton propre modèle, mais aussi il faut te documenter, quoi. En fait, c'est la partie. En fait, en tant que développeur, on code pas beaucoup. C'est juste la documentation qui prend du temps, quoi, tu vois. Mais faut donner la documentation sa part de temps nécessaire avant de voilà. T'as compris, quoi. Si, parce que déjà nos idées se convergent, parce que j'ai choisi comme idée de mémoire l'entraînement d'une IA. Donc là aussi, sûrement, je vais beaucoup travailler là-dessus. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était quoi ta deuxième question? Bon, voilà, la deuxième question, c'est que quel est l'ensemble des revenus qu'on peut amasser genre, sur les applications en dehors des publicités? Quel autre revenu on peut avoir? Oh, là, tu parles de business pur, mon gars. Là, c'est vraiment du business. En fait, ça va dépendre je sais pas, toi, ce que tu vas faire. C'est une application, web, c'est ça? Non, c'est mobile, totalement mobile. C'est mobile. De toute façon, il y a bon, qui dit application dit la plupart du temps abonnement, mais intégrer un abonnement dans un environnement africain, c'est très compliqué parce que moi j'ai voulu le faire, hein. Parce qu'à un moment donné, je voulais faire un truc où c'était genre tu payes par mois et tout, mais déjà quand tu utilises les fournisseurs de paiement là, comme Wave, Orange Money et tout, il n'y a pas le truc mensuel que tu vois. Et moi, d'ailleurs, même, je voulais utiliser un outil qui s'appelle Paytech. Je pense qu'on est MTech, et tout. Paytech qui permet de payer, genre, il y a Wave, Orange Money, MTN, pas mal de mobile money qui sont connectés dessus. Et c'est ça que je voulais utiliser. Mais quand j'ai lu leur documentation, en fait, j'ai vu nulle part un fournisseur de paiement qui donne la possibilité de faire des abonnements mensuels. Et là, c'est très, très, très compliqué de mettre en place des abonnements dans un milieu africain. Et du coup, là aussi, ça te donne une idée de produits à faire. Parce que moi, à un moment donné, Paytech, ils m'ont saoulé parce que je voulais faire des choses.
Il y avait des bugs chez eux. J'ai contacté le développeur. Je lui ai dit, il y a un bug à tel endroit de vos trucs. Ils prennent du temps à le corriger. Et parfois même, ils ne le corrigent pas. Donc voilà. En fait, ça donne aussi une autre idée. Pourquoi pas développer un fournisseur de paiement, mobile money, qui fait du paiement par mois, genre par mensualité, quoi, tu vois. Je dis ça, je dis rien, mais c'est une possibilité, quoi. Faut y réfléchir parce que les gens y ont pensé, mais je pense que c'est même juste l'idée d'abonnement qui passe pas trop en Afrique, tu vois. Bon, en fait, Maël, bon, déjà côté agrégateur de paiement, c'est pas que Paytech qui existe. Donc, il y a Touch avec c'est API, TouchPay. Il y a également Paydunia qui est là. Donc, am na ñeneen ñu ma xamoon comme ay DigiPay, ay CalPay. Donc, il y en a des tas. Ce sont des agrégateurs de services de paiement. Maintenant, en ce qui concerne donc les abonnements mensuels, bon, eux, ils ne le proposent pas, mais il y a quelque chose de bof. C'est-à-dire qu'il y a ça code de telle sorte que vous faites tu bloques les accès, après vous faites, après ça va, quoi. Ouais, donc, mais parce qu'il y a des callbacks derrière et tout. Mais il faut avoir un système qui contrôle le paiement pour pouvoir redonner l'accès. On ne sera pas toujours là pour contrôler si la paie ou non. Non, mais effectivement, il y a un back en fait dafa am ay callback dañ leen jox benn callback URL c'est-à-dire que yow ñoom dañuy échanger ak sa backend parce que ñun actuellement on utilise Wave directement pour ay paiement mensuel effectivement pour ay paiement mensuel quoi yi nga xamante ni bon derrière ñun su nit ki fayee automatiquement Wave da lay envoyer benn requête wax la kii fay na tel montant à telle heure effectivement donc c'est carrément possible quoi. J'avais pensé utiliser commerce mais bon j'ai pas vu quelqu'un l'utiliser pour les paiements. Même s'ils ont un système qui gère les paiements. L'Uncommerce WooCommerce. Ah, ok. Donc, il y a aussi j'ai oublié le nom. Mais carrément, agrégateur, tu peux le faire, carrément. Non, mais ouais, tu peux le faire, mais Ablaye, franchement, je pense que vous avez réussi à le faire, mais c'est compliqué ou pas, genre, parce que moi, j'ai essayé de le faire, mais à un moment donné, hein? Ouais, c'est compliqué, quand même. Ah, voilà, moi, ouais, mais pas trop, mais en fait, l'intégration API est compliquée parce qu'ils ont des API, cette intégration, moi, c'est compliqué, tout, il y a des tokens qui expirent et tout, ouais. Mais après, ça va, quoi. Mais tu vois, Ablaye, vous avez réussi à le faire, mais pourquoi pas, genre, créer un fournisseur de paiement qui s'est spécialisé seulement pour les paiements mensuels. Parce que yo, ce projet, genre, je sais pas, c'est sur le cas, tu peux faire une branche à côté pour maintenir ça. Ça permet de... Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, genre, et de l'aider, mais à voir, quoi, tu vois. Carrément. Bon, peut-être pour gars que développer parce qu'il y a que des devs ici, bon, ça va. Ouais, parce que il est pas quoi amener, mais qui exécuter mon qui réalisé. Carrément. C'est bon, petit homme. Yeah, merci beaucoup. Non, mais quand même, j'ai d'autres pistes quand même pour monétiser cette application. Ouais, il y a d'autres moyens, ouais. Parce que en dehors de Google qui AdMob, parce que AdMob, je crois que xam nga ko. Si, j'ai déjà intégré les ouais, en dehors de AdMob, mooy version premium bi nga fay par mois bi la mayal wax mais en dehors de ça comme GI dañ koy def quoi c'est-à-dire ay affaires yoo xam ne dañ koy jël su fekkente ne da nga kaa bëgg a kii quoi da nga kaa bëgg gamifier comme par exemple bu amee benn jeu mobile day wax comme ça boo soxla ay pièces da ngay jënd nangam pièces boo soxlaa lii lu bees da nga jënd donc je sais pas moi su fekkente ni t'as envie de penser à un système ba nga xamante ne nit ñi mën nañ jënd ay trucs supplémentaires le truc mooy xam naa ne may loolu la bëgg wax mais ça s'oppose un peu à l'abonnement quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Soit tu fais l'abonnement, soit tu fais ça. Comme ay tokens. Environnement africain, les trucs gamifiés là, je pense pas qu'ils sont trop accro, qu'ils s'accrochent à ça. Ouais. Parce que j'ai eu un peu l'expérience sur ça aussi, mais et voilà, c'est. La Google a mis une publicité interstitielle, mais c'est bêta autant pour moi. Mais c'est la publicité qui interagit avec les utilisateurs. Alors, ça permet d'avoir comme Ablaye l'a dit, par exemple, d'autres vies de jeu. Par exemple, lorsqu'on perd, on a la possibilité de rejouer à condition de regarder une vidéo. Donc là, Si. Donc là aussi, ça optimise largement le temps de visionnage. Ouais, tu peux faire aussi, genre l'autre moyen de paiement, tu peux aussi faire vendre l'application, quoi. Les gens achètent avant de télécharger. Ou bien, mais ça aussi, ça ne va pas marcher, hein, parce que tu connais esprit africain, esprit sénégalais. Mais aussi, ce que tu peux faire,
moi, genre, tu payes une fois, c'est fini, quoi. Genre, tu fixes le truc en montant. Puis, disons, on fait 100 francs par wave. Genre, je donne juste un exemple, quoi. 100 francs, c'est accessible. Maintenant, tu vas miser sur le volume, quoi, tu vois. Tu payes, genre, tu fais par utilisateur 100 francs. Le gars, il télécharge l'application, il paye 100 francs, il utilise le truc à vie, quoi, à vie. Maintenant, yo, tu vas miser sur le nombre, quoi, tu vois, parce qu'on est combien? 18 millions de Sénégalais. Et si tu vas atteindre, par exemple, 1 million fois 100, bah, tu peux te faire du revenu, quoi. Donc, Non, bon, 1000 francs la koy jaay wala 2000. mais exemple là, quoi. Exemple là, tu vois. Ouais, nice, c'est ça. C'est bon, Ouais, petit homme? Ah, Le si, grand si. homme. Non, toi, t'es un grand homme, toi. Ah, c'est petit. Merci beaucoup pour l'intervention. Pas de problème. Et on va Mhm. passer à Flat Property. Ouais, c'est ça, non? Flat Property, tu peux, si tu as des questions. Petit homme, tu peux baisser ta main si tu veux, hein. Comme ça, je vois les gens qui. Merci. Flat Property. Ouais, mais t'as ce micro après nga poser ces questions. Mon petit chat bi. Ah, bah, on va passer à Issa Mohamed en attendant que Flat Properties répondent. Issa, si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Bonjour, Pape. Bonsoir, Pape. Bonsoir, les autres. J'espère que vous allez bien. Super. En fait, j'aimerais savoir, j'ai développé une application mobile avec Flutter. Et comment intégrer IA dans une application mobile faite en Flutter? Flutter, j'aime pas. T'as mal commencé ta question. J'aime pas Flutter. Les défenseurs de Flutter, là, je vous aime pas. Je t'aime pas, Issa. Je t'aime pas. Pourquoi Flutter? La React Native, non? Ah non, je rigole. Bon, ta question, c'est comment intégrer une IA avec Flutter, c'est ça? Oui. Dans une application faite en IA avec Flutter. Ouais, bah, ce que tu peux faire, je pense que, bon, Ablaye ou bien Petit Homme, vous qui s'y connaissez un peu, après, vous pouvez enrichir ma réponse, si possible. Bon, ce que tu peux faire déjà, je pense qu'il faut que tu aies un back-end qui va communiquer qui va utiliser directement les API de ton IA que tu veux intégrer et tout, parce qu'il y a les tokens et tout, etc., etc. Je l'ai jamais fait, hein, je l'ai jamais fait. Je donne juste comment je vois les choses, parce que j'avais fait quelques recherches dessus. Donc, je pense que tu vas récupérer des tokens et tout, et tu vas encore aller lire la documentation. Encore une fois, quand tu ne documentes pas, tu ne peux pas réellement savoir comment l'utiliser. Parce qu'à chaque fois, quand une IA met à disponibilité des tokens ou bien des trucs comme ça qu'on peut intégrer dans différents services, dans différents types d'applications et tout, il y a une documentation complète sur comment l'utiliser. Donc, il faut aller lire la documentation. Il ne faut pas avoir la flemme, Issa, ok? Il faut aller lire la documentation. Tu lis vraiment de A à Z la documentation. Tu essaies de comprendre. Et la plupart du temps, il y a des guides de comment le faire, tu vois. Et après tu peux faire un back-end. Je pense que tu peux faire un back-end qui va utiliser, genre, qui va consommer les tokens, les trucs comme ça de ton IA. Ensuite, tu vas créer des routes qui vont communiquer directement avec ton front-end. Si je ne me trompe pas, Petit Homme ou Ablaye, vous pouvez enrichir ma réponse si ce n'est pas complet. Donc, voilà. Alors, bon, j'aimerais juste intervenir quant à l'intégration d'une IA sur une application Flutter. Donc là, c'est pas trop compliqué. C'est parce que une IA qui interagit avec l'utilisateur, c'est comme l'interconnexion de deux utilisateurs. Donc, tu lui envoies un message, il te répond. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il faudra faire, c'est juste créer une base de données, soit SQL ou NoSQL. Donc là, c'est un peu simple la création. Et donc, l'IA, par exemple, pour Gemini, il se charge des réponses. Donc, lui, ce qu'il demande comme information d'entrée, c'est juste un message. Donc là, en l'occurrence, le message sera soit le texte de l'utilisateur, soit une pièce jointe ou un message vocal. Donc là, tu crées un système d'interconnexion
Donc, l'utilisateur lui envoie un message. Donc, l'IA récupère l'information, lui génère une réponse, et là, tu prends le message ainsi que la réponse et tu le stockes sur ta base de données. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut avoir un back-end. Issa, il faut avoir un back-end. Simplement. Ouais, Ablaye, si tu veux enrichir. Bah, en fait, bon, je pense que je peux pas parler Wolof maintenant. Issa ne parle pas Wolof. Bah, bon, c'est ça. Bon, en fait, je crois que le gars a tout dit, hein. C'est juste une interconnexion avec une API. Donc, OpenAI a des IA, Google a des IA. Bon, tu regardes juste l'IA dont tu as besoin. Bon, tu l'intègres. Bon, c'est aussi simple. Bon, une API, bon, si tu utilisais JavaScript, je pouvais t'en dire plus, mais Flutter, moi, je ne m'y connais sincèrement pas. Mais quand même, en fait, tu intègres l'IA de la même façon que tu intègres ton backend, c'est-à-dire de la même façon que tu récupères les informations de l'utilisateur qui s'est connecté à ton application. Parce que toi, à ton backend, tu envoies l'email, le mot de passe, ainsi qu'un token, etc. Et il te retourne les informations du gars qui s'est connecté. Donc, c'est de la même façon, tu envoies le message, bon, tu récupères le message dans ton formulaire, tu l'envoies à l'API, bon, tu vas déjà d'abord faire une configuration, c'est-à-dire remplir les tokens, etc. Bon, de la façon dont OpenAI ou Google souhaite que tu le fasses. Ensuite, bon, une fois que tu envoies ton requête avec un message, bon, il te retourne un message en sortie. Bon, je sais pas, mais avec JavaScript, on utilise Fetch, Axios, ces choses-là. Bon. Mais Ablaye, là, c'est des détails. Genre, explique-lui juste. Explique juste, genre, Ouais. sans entrer dans le code, quoi. Parce que là, quand tu dis des fetch et tout, tu le perds. Ok. En fait, je crois qu'il avait une base solide en Flutter, quoi. Mais bon, c'est simple, quoi. Bon, c'est de la manière dont tu communiques avec ton backend. C'est tout. Ouais, Le c'est gars ça. a tout dit. Voilà, c'est Donc, ça, quoi. Et Issa, va te documenter. Non, Ok, mais merci. il y a une chose que je voulais dire aussi. C'est simple. À chaque fois que tu as une question, comment faire ceci, bah, il y a Google, il y a YouTube, il y a Exactement. ChatGPT, il y a Claude, Exactement. et il y a des tas d'applications pour t'orienter, quoi. Et il y a Voilà. les documentations aussi, il ne faut pas les négliger. Documentation de OpenAI, comment intégrer une API et tout, ça aussi, faut lire ces documentations-là. Je pense que c'est important. Ouais, si c'est en anglais, vous traduisez la page. Non, mais en fait, moi je conseille de ne pas le traduire parce que parfois, Ouais, je comprends. ça gâche complètement le sens. Hein. Ouais. Et les codes aussi. En fait, force-toi à lire en anglais. Au fur et à mesure, tu vas comprendre. Mais c'est il venait que Hein? D'accord, Inch'Allah, merci pour votre intervention. Tout juste pour vous présenter l'application en général. L'objectif de cette IA pour faire résumé du cours. À l'exemple, vous avez dit d'intégrer OpenIA. OpenIA n'arrive pas à faire résumé des PDF. Et il demande forcément de convertir ça en fichier test. Et j'ai cherché dans la documentation, comme vous venez de dire, j'ai fait presque 45 jours sur Notebook LM. Et je n'arrive même pas à trouver jusqu'à maintenant l'API de Notebook LM. C'est ça le problème. Si quelqu'un a des informations sur Notebook LM, ça va vraiment m'aider pour intégrer ça, quoi. Moi, j'ai pas compris ta question. C'est quoi exactement ton problème? C'est le fait de convertir en fichier texte, c'est ça? Oui, demande de convertir en fichier test et c'est pas facile de convertir ça. Presque plein de PDF. Qu'est-ce que tu veux convertir en fichier texte? À l'exemple, les cours qui c'est écrit en PDF. oui. Mais convertir en PDF en fichier texte, je pense que tu as des bibliothèques qui peuvent le faire. Hein. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais tu peux trouver des moyens faciles de le faire. Tu peux trouver des bibliothèques qui le font. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Tu peux trouver des librairies qui peuvent le faire. Je sais pas si quelqu'un d'autre ici a une contribution à faire, mais je pense que oui. Ablaye ou Petit Homme qui ont déjà travaillé sur des trucs comme ça, si vous avez des idées, je sais pas. Donc là, je peux l'aider parce qu'actuellement, je travaille sur Flutter. Donc, vous là, pouvez prendre contact, hein, parce que voilà, vous travaillez presque sur un projet similaire et vous utilisez les mêmes environnements presque, donc vous pouvez échanger. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous deux.
Je l'ai proposé la même idée. Ouais, ça marche. Ok, super. Pour la conversion, c'est très simple. Donc là, on va aller sur ChatGPT et on va lui demander quels sont les GPTs qui permettent de convertir des documents PDF en texte. Là, il te fournit un GPT, il te donne l'accès sur l'endroit où tu pourras trouver l'API. Ensuite, tu prends l'API, tu l'intègres sur ton code, de sorte à ce qu'à chaque fois que tu envoies un PDF, il le récupère, le convertit en fichier texte et le renvoie sur le chat. Donc là, l'IA va récupérer ton fichier PDF, mais en format texte. Donc là, tu utilises un autre GPT, ou plutôt la même, pour reconvertir le fichier texte qu'il va ressortir en fichier PDF. Donc là, c'est juste un GPT. Et c'est quoi les GPT? Je sais pas quoi, ce que tu as dit là. Voilà, donc GPT, c'est comme des fragments de ChatGPT. Ok. Si vous prenez l'exemple de Claude, un GPT de Claude, ce sont tous les fragments qui rassemblés donnent Claude AI. Parce que quand Claude AI travaille sur un code, par exemple sur Flutter, c'est un GPT spécialisé sur Flutter. S'il travaille sur Java, c'est un GPT qui spécialement travaille sur Java. Donc là, il a rassemblé des milliers et des milliers de GPTs qui font des travaux différents, mais rassemblés en quelque sorte sur une même personne. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est une entité qui fait tous les travaux possibles, mais sauf que ce n'est pas le cas. À chaque fois que tu poses une question, il oriente la question selon le GPT qui est concerné. Effectivement, et toujours pour les GPTs aussi, bon, je voulais ajouter que tout le monde peut créer son propre GPT. En fait, OpenAI a lancé cette fonctionnalité, je crois que c'était en fin 2024. Donc, chaque personne qui a un abonnement pro peut créer son propre IA pour faire une tâche spécifique, que ce soit organiser un voyage, créer des recettes de cuisine, convertir des fichiers PDF en texte. Donc, il y en a des tas. Il y en a aussi pour Gemini, donc ça s'appelle des GEM, GEM. Et donc, je crois que bon, aussi, pour y avoir accès, bon, c'est un peu payant. Mais pour ChatGPT, bon, vous pouvez voir sur l'application, vous allez dans Explorer GPT et il y a tous les GPT qui sont là-bas, classés par thème, et vous pouvez voir énormément de choses là-bas. Ok. Et du coup, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que il y a Simon Diouf qui dit que Issa, tu peux faire des recherches sur l'OCR pour les PDF en texte. OCR, je ne sais plus ce que ça signifie, mais c'est un truc qui va te permettre, je pense, de détecter ton texte qui est sur le PDF pour le convertir en texte. Et surtout pour les images aussi, reconnaître les pièces d'identité. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, merci beaucoup. N'hésite pas, il y a Online Class, il y a beaucoup de membres de la communauté qui sont là-bas. Tu pourras poser tes questions, les gens vont t'aider, c'est sûr. D'accord, merci. Pas de problème. On passe. Ouais, tu as une autre question, c'est ça? Non, j'ai vraiment besoin de contact des petits hommes, si c'est possible. Petit homme, tes coordonnées. Non, t'inquiète, j'ai déjà mis un message sur mail. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci à vous. Merci. Et bon courage à toi aussi, Issa et Petit Homme, pour vos projets là. Ça va exploser, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Et Petit Homme, n'hésite pas, de le partager ta progression dans la communauté. Ouais. Et Petit Homme, mais grand homme, faut avoir confiance en soi. Tu dois mettre grand homme, pas petit. Non, homme tout simplement ça. Non mais homme tout simplement, c'est trop simple. Faut mettre grand homme.